Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le débrief de Milan-San Remo avec une course totalement folle qui a eu lieu. Alors c'est vrai, je vais être honnête, pendant les 250 premières bornes, on s'est un petit peu emmerdé. C'est Milan-San Remo, de plus de 280 bornes. Évidemment, quand c'est du plat, il se passe pas grand chose. On va partir directement dans le vif du sujet avec, pour commencer, donc le parcours. Voilà, le parcours habituel de ce Milan-San Remo, comme je disais, quasiment que de la plaine jusqu'à l'arrivée au pied de la Cipressa. Alors, on va quand même regarder un petit peu les boss avant avec le Capo Berta, Capo Servo et Capo Mele. Dans ces trois boss-là, l'équipe UAE a tout tenté pour essayer de faire exploser certains sprinters, pour essayer de durcir la course. Et au pied de la Cipressa, il s'est repassé la même chose avec l'équipe UAE qui a roulé, qui a mis à fond. Et dans la Cipressa qu'on voit ici, donc une côte quand même assez dure, 5 km 600 avec une pente maximale à 9%, 4,1% de pente moyenne. Alors, dur, mais pas assez visiblement pour Tadej Pogacar pour faire des vrais écarts, pas assez pentu à certains endroits malheureusement. Et voilà, donc je disais, Pogacar a attaqué dans cette montée de la Cipressa. C'est une stratégie qui change de l'année dernière, parce que l'an dernier, Pogacar avait attaqué dans le Poggio, l'année d'avant pareil, enfin bref. La plupart des attaques se font dans le Poggio. UAE a décidé littéralement d'attaquer dans la Cipressa. Pogacar a décidé d'attaquer dans la Cipressa pour essayer de distancer tout simplement Mathieu Van Der Poel, parce que Mathieu Van Der Poel est tout simplement indispensable dans le Poggio. Donc ils se sont dit, si on attaque plus loin, peut-être que ça va marcher. Est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise stratégie? Honnêtement, je sais pas. À l'arrivée, tu fais ce que tu peux au final. Tu gagnes pas, tu finis troisième, mais c'est comme ça. Tu pouvais pas faire bien plus que ça, mine de rien. Donc pour moi, Pogacar avait la bonne stratégie de course. Ça n'a pas payé. À voir ce que ça donnera dans les autres années. Est-ce qu'une stratégie de course sera adoptée d'une manière différente ou non? On verra ce que ça va donner dans les années qui viennent par rapport à ça. Et voilà, on vient donc à cette première attaque de Pogacar dans la Cipressa, une attaque tranchante, claire, nette, précise. Au début de la première attaque, alors Van Der Poel, Ganna suivent et on a aussi Romain Grégoire, le français, qui suit. Ça dure pendant 500 mètres, et puis Romain Grégoire explose complètement. On voit Ganna perdre un petit peu de distance, mais en fait, Filippo Ganna à ce moment-là est tout simplement en train de se gérer. Il sait que Pogacar, qui relance à chaque fois, a beaucoup de punch, mais sur la durée derrière, c'est plus compliqué. En plus, Van Der Poel suit, donc forcément, ils vont se regarder. Et lui, Ganna, quand il gère son effort, il peut revenir. Et ce qui s'est passé jusqu'au sommet de la Cipressa. Et au sommet de la Cipressa, les trois coureurs basculent ensemble, font la descente et arrivent au pied du Poggio. Et au pied du Poggio, Pogacar attaque dès le départ. Il distance assez rapidement Filippo Ganna. Van Der Poel, lui, arrive à suivre. Dans un premier temps, c'est un petit peu compliqué pour lui. On va le perdre 1, 2, 3 mètres. Puis finalement, il revient assez rapidement dans la roue, sans réel problème. Filippo Ganna, lui, derrière, toujours en train d'essayer de gérer son effort, qui a un petit peu quand même perdu de mètres sur les deux hommes. Mais voilà, Pogacar a tenté. Van Der Poel réussit à suivre, il retente. Il a mis je sais combien d'attaques pendant toute la course. Enfin, sur la Cipressa et le Poggio, il a dû mettre au moins 6 ou 7 attaques, je pense, dans ces eaux-là. Il a tout tenté, mais malheureusement, Van Der Poel est tout simplement impossible de se faire Van Der Poel de sa roue. C'était incroyable. Van Der Poel était beaucoup trop fort pour Pogacar. Descente, et dans la descente, Filippo Ganna parvient à revenir sur Van Der Poel et sur Pogacar. Et du coup, on arrive sur un sprint entre les trois coureurs. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui gagne ce sprint, qui lance de très loin. Il savait, de toute manière, il l'a dit lui-même, que c'était le mieux de lancer de loin, parce qu'il savait que face à lui, il n'y avait pas forcément des gros sprinters. On sait que Pogacar, sur un sprint long, peu de chance qu'il gagne. On sait que c'est un coureur qui est quand même beaucoup plus explosif. Filippo Ganna, plutôt bonne vitesse de pointe au sprint. J'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, mais voilà, un sprint long. Van Der Poel a voulu durcir, il a réussi, et il s'impose pour la deuxième fois sur Milan-San Remo. Et donc Milan-San Remo reste 3 ans de suite, donc chez Alpecin de Koenig, puisque l'année dernière c'était Jasper Philipsen qui l'avait remporté. Filippo Ganna a quand même été assez extraordinaire avec cette deuxième place. Il aura su à tenir tout le long de la course, il a su se gérer dans la montée finale et suivre finalement les deux coureurs, les deux favoris jusqu'à la ligne. Alors que bon, c'était pas forcément ce qui était prévu. Et pour Pogacar, malheureusement, 3ème place. Voilà, il a tellement attaqué auparavant, compliqué d'aller battre Filippo Ganna au sprint. Face à Van Der Poel, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chance d'aller le battre. Mais voilà, Pogacar a tout tenté, ça n'a pas payé. On verra l'année prochaine pour lui, évidemment. Est-ce qu'on peut déjà parler de la course de l'année? Alors quand je parle de la course de l'année, je parle évidemment de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Est-ce que c'est vraiment la course où tu te dis waouh, là il s'est passé vraiment des trucs de fou pendant cette course? Moi, ma réponse elle est un petit peu oui et non. Oui, parce que ce qu'a tenté Pogacar, c'est un petit peu inédit, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Et surtout, on a vu des attaques tout le temps. Il n'y a pas eu un moment où le rythme a baissé ou quoi que ce soit. Et Pogacar a toujours attaqué, et essayé de distancer Van Der Poel. On a vu en fait un petit peu une sorte de pré-duel
entre Van der Poel et Pogacar avant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix dont on parlera un petit peu après par rapport à Tadej Pogacar. Et non, ouais, course de l'année, pourquoi actuellement? Parce que tout simplement, Filippo Ganna a été lui aussi très bon. On a tous les ingrédients de course qui font que la course est extraordinaire. Des attaques, des contres, parce que Van der Poel aussi, on en a pas parlé, mais a osé contrer Pogacar au sommet du Poggio. Pogacar a réussi à raccrocher, mais il a contré Pogacar au sommet du Poggio, et ça fait preuve aussi de panache de la part de Mathieu Van der Poel. Et Filippo Ganna qui lui a réussi à tirer son épingle du jeu. Il ne faisait pas du tout partie des favoris par rapport à ces deux-là, quoi, parce qu'il faisait partie des favoris pour pourquoi pas tenter un truc, mais de là à aller faire deuxième derrière Van der Poel avec Pogacar dans la roue, c'était pas forcément prévu. Donc oui, on peut parler d'une course de l'année. Maintenant, moi, il y a l'Estrade Bianche que j'ai énormément aimé. Une course quand même avec pas mal de rebondissements, la tête de Pitcock à 80 bornes, la chute de Pogacar, on se dit oula, est-ce qu'il va réussir à repartir? Il repart assez rapidement, il revient. La course d'Estrade Bianche est extraordinaire, mais là où on peut passer Milan-San Remo au-dessus d'Estrade Bianche, c'est qu'il y a eu du suspense jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui allait gagner réellement. Alors on s'est dit quand ça arrive au sprint, on savait que ce serait sûrement Van der Poel, mais on savait pas réellement parce que Pogacar il est capable de faire tout simplement tout et n'importe quoi sur ce genre de course. Il peut tenter n'importe quoi. Donc je disais, sur un malentendu, il est capable de même se faire un coup du kilomètre et que ça change tout. Et même un Filippo Ganna qui revient, qui fait un coup du kilomètre. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, un petit peu la débandade sur la fin. Et moi j'ai vraiment bien kiffé la fin de course. Alors évidemment au début de course c'est un petit peu emmerdé. C'est normal, hein. C'est du plat donc il se passe jamais grand chose. Mais ouais, non, franchement, la fin de course j'ai bien aimé. Et bravo à Pogacar, bravo à Van der Poel et un grand bravo aussi à Filippo Ganna. On passe au top et flop de la vidéo, enfin de Milan-San Remo, avec pour moi les trois tops. C'est les trois premiers tout simplement. Van der Poel tout simplement parce qu'il gagne encore, on est obligé de le mettre dans les tops. Filippo Ganna qui fait deuxième, tu sais pas d'où ça sort. Enfin le mec a réussi à gérer son effort sur 2 ascensions de suite, à revenir et aller faire deuxième au sprint. Et Pogacar, obligé de me mettre dans les tops, hein, les gars. Franchement, c'est lui qui a fait le spectacle aujourd'hui. C'est lui qui a. Alors aujourd'hui, non, parce que ça fait quelques jours que ça a eu lieu la course, mais Pogacar a réussi à faire le spectacle tout au long de la course. Enfin, sur les 2 dernières bosses, il a réussi à faire le spectacle. Et sans lui, la course n'aurait pas été la même, forcément. Et il a tout tenté. Et honnêtement, j'ai beau analyser qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, honnêtement, au niveau de la stratégie. Je vois pas, en fait. Je vois pas. T'as attaqué au moment où il fallait, alors est-ce que tu aurais pu peut-être essayer de mettre un coureur UAE dans ta roue, créer une cassure au moment où Pogacar attaquait, obliger Van der Poel à faire un sureffort pour revenir sur Pogacar? Honnêtement, je sais même pas si ça aurait suffi parce que ça me paraissait un petit peu trop facile en fait pour Van der Poel pour suivre Pogacar dans ce genre de montée. C'était pas assez dur, c'était pas assez pentu, pas assez long, pas assez dur, donc voilà. Mais en tout cas, c'est mes trois tops. J'aurais pu aussi peut-être mettre Romain Grégoire, mais bon, Romain Grégoire finit beaucoup plus loin derrière, elle a complètement explosé après la Cipressa. Dommage qu'il n'ait pas réussi à suivre les 3 autres, ça aurait été vraiment intéressant à suivre. Et je pense que Romain Grégoire, on peut croire en lui pour les prochaines années, mais je pouvais pas le mettre dans les tops. Et là, on passe aux flops. Et les flops, je suis obligé de mettre Mats Pedersen en fait. Parce que, alors certes, il fait 7ème de l'étape au sprint, mais au moment où Pogacar attaque, Pedersen n'est pas correctement placé. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les bonnes roues, il n'est pas placé là où Van der Poel, là où Ganna, ou là où Pogacar est bien placé. Il n'est pas placé à l'avant du peloton, il est mal placé et c'est ce qui lui coûte sûrement ce qui se passe derrière. Alors est-ce qu'il avait les jambes, est-ce qu'il les avait pas? J'en sais absolument rien, je suis pas à sa place, je pouvais pas savoir. Mais Pedersen, au vu ce qu'il avait monté ce Paris-Nice, j'en attendais beaucoup plus de lui et il n'était pas placé dans la montée du Cipressa alors que tu vois que UAE roule, tu dois te douter forcément qu'il va se passer quelque chose à un moment ou à un autre. Si UAE durcit la course, c'est pas pour attendre le Poggio et faire une attaque dans le Poggio, non, c'est pour attaquer dans la Cipressa. Et honnêtement, moi quand je regarde la course, je me dis bon, il va en mettre une dans la Cipressa, c'est ce qui paraît le plus logique et vu ce que fait UAE, c'est le plus logique. Et au pied de la Cipressa, pas de Mats Pedersen placé. Et évidemment, ça coûte cher à Mats Pedersen. Après, est-ce qu'on peut vraiment mettre un flop en dehors de ça? Les autres coureurs, j'ai pas vraiment envie de mettre des flops. Et même Pedersen, un flop, c'est pas réellement un flop, il s'est fait quand même 7ème, mais je le mets quand même dans les flops parce qu'il faut bien un flop. Mais après, dans les autres flops, j'ai pas vraiment de flop. Hein. Jonathan Nealon, tu peux pas le mettre dedans parce que c'est Pedersen qui était plus leader que lui finalement. Non, j'ai pas réellement de vrai flop à mettre en dehors de Mats Pedersen. Voilà, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Et on va quand même revenir, donc voilà, j'avais mis Pogacar dans les tops, mais on va quand même revenir à un point important de la vidéo et un point important de la suite de la saison pour Tadej Pogacar qui a annoncé aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo moi, qu'il allait faire Paris-Roubaix. Alors là, les gars, c'est pour ça que je parlais de pré-show, en fait, un petit peu de pré-duel entre Pogacar et Van der Poel. C'est simple, sur le Tour de Flandre et sur Paris-Roubaix, on va avoir un duel entre Van der Poel et Pogacar. Attention, pas oublier non plus Wout van Aert. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner lui aussi, parce qu'il fait pas un début de saison extraordinaire. Là, il est en stage en montagne, il se prépare pour être meilleur. On va voir ce que ça va donner, évidemment.
Moi, j'ai hâte de le voir sur le Tour des Flandres. Ce sera un petit peu une première prise de température par rapport à lui. Puis après, on verra sur Paris-Roubaix. Honnêtement, sur le Tour des Flandres, je pense que Pogacar a toutes ses chances d'aller battre Van Der Poel. Maintenant, Van Der Poel me paraît vraiment très 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 fort. J'ai l'impression qu'il est intouchable. Et sur Paris-Roubaix, ce qui me paraît compliqué, c'est que vu que c'est que du plat, t'as pas de réelle difficulté. Les difficultés, c'est les pavés, c'est l'atout principal de Mathieu Van Der Poel. Donc je vois pas où Pogacar va pouvoir aller le chercher. On verra bien d'ici là. Mais ouais, non, on verra pour Pogacar. En tout cas, très content qu'il le fasse parce que maillot de champion du monde sur les épaules. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur les pavés. Franchement, je pense que ça va vraiment être très intéressant de le voir évoluer sur les pavés. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo débrief. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à me dire dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé des deux Milan-San Remo, de mes avis au niveau des tops, des flops. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait évidemment extrêmement plaisir. C'est très bon aussi pour mon référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Cycling Dream.